Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens, j'accueille l'équipe Play Curious composée de Jesse Mulstein et Jean-Christophe Le Troblon. Play Curious, ce sont des jeux vidéo fun qui vulgarisent des sujets scientifiques. Bonne écoute et bon jeu. Bonjour Jesse Mulstein et Jean-Christophe Le Troblon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que je peux laisser vous présenter un peu vos parcours et nous dire comment vous vous êtes rencontrés? Alors peut-être en commençant par Jesse. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Jesse Mulstein. Je suis américain à la base et ça fait pas mal de temps que je suis en France. Et au départ, quand je suis arrivé en France, j'habitais à Toulouse. Et JC était mon voisin à l'époque. Et du coup, on s'est rencontrés une fois qu'on était à la MAP, qui était à côté dans notre quartier. Et après, comme moi, j'étais programmeur et lui était graphiste, on s'est, voilà. Au bout d'un moment, on commençait à dire, c'est le jour de faire les choses ensemble. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des petits jeux de test, etc. On commençait à s'amuser. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'après, à un moment donné, JC et sa famille sont déménagés à Perpignan. Et nous, l'année après, on a suivi ici. Et du coup, maintenant, on est nouveaux voisins dans un autre ville. Voilà, ouais. Par le hasard des choses, on se suit. Donc voilà, comme disait Jesse, il est plus sur la partie programmation, développement. Et moi, je suis plus sur la partie graphique et motion design, animation. Voilà, avec un parcours plus je travaille pour des objectifs de communication et marketing, moi, voilà. Alors que et donc mes premières expériences dans le jeu vidéo, c'est avec Jesse quand on était à Toulouse. Voilà. Et comment est née l'idée de créer votre start-up qui s'appelle Play Curious? Alors, Play Curious, c'était assez drôle en fait. Je travaillais. Du coup, moi, j'ai toujours travaillé dans le jeu vidéo, mais je sais pas. L'opportunité, je voyais pas l'opportunité. Quand j'étais jeune, je savais même pas j'avais pas vraiment compris que c'était une chose que je pourrais faire. Donc même si, voilà, j'ai rêvé de mes jeux, j'avais plein d'idées. J'ai jamais vraiment créé des choses qui duraient dans le temps. Et après, quand j'étais, à un moment donné, donc, quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai travaillé dans la robotique, j'ai fait une thèse même en robotique, j'ai travaillé un peu dans la réalité virtuelle, et je me suis dit, mais vraiment, en fait, je me rappelle, j'ai parlé avec un ami, et je disais à cet ami, tu sais, un jour, je veux bien travailler dans le jeu vidéo. Et il m'a dit, ouais, mais, tu me dis ça depuis quelques années. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'apparemment, je disais tout le temps que je voulais travailler dans le jeu vidéo, mais je faisais pas. Et j'ai décidé peu de temps après, mais c'est bon quoi, il faut que je me lance. Et j'ai fini par trouver. À cette époque, il n'existait pas grand-chose à Toulouse, donc maintenant c'est un peu changé. Ils ont quelques studios, c'est cool. Ils ont même une communauté locale. Mais à l'époque, c'était assez désert. Du coup, j'ai fini par trouver une super opportunité à Paris dans un centre de recherche. Donc, c'était par rapport à l'éducation et des jeux. Et comme moi, j'avais fait une thèse et tout ça, et j'avais travaillé sur les projets de recherche, il y avait une petite ouverture par ce volet-là. Et du coup, j'ai commencé à travailler au CRI, ça s'appelait, sur des projets assez intéressants de utiliser les jeux pour les découvertes scientifiques, ou pour les recherches scientifiques, ou pour... parfois, on a travaillé sur un projet aussi sur le changement social avec des jeux. C'était super intéressant. Mais bon, Perpignan, Paris, c'est assez loin. J'en avais un peu marre au bout d'un moment de faire des allers-retours. Et ma femme, Bénédicte Meillon, elle est prof à la fac. Et elle a vu passer une annonce pour que l'Université de Perpignan ait lancé un incubateur d'entreprise. Et voilà. Est-ce que vous avez une idée d'entreprise? Postulez ici. Là, j'ai dit, tiens, moi, j'ai une idée d'entreprise. Je peux créer des jeux vidéo qui parlent des sujets, pour faire découvrir des sujets scientifiques et techno. Et du coup, j'ai postulé. Et malgré toute attente, c'était accepté.
Et il fallait du coup faire un deuxième entretien, mais cette fois-ci en présentiel devant un jury de 15 personnes. Et j'ai commencé à flipper, du coup j'ai appelé JC. Et du coup JC est venu me sauver. Et on a passé tous les entretiens ensemble à partir de là. Comme je suis aussi fou que lui, j'ai dit oui. Ouais, on a passé il y a eu 2 sessions d'entretien. Voilà. Et donc le projet a été retenu. Donc ça fait déjà depuis début 2018. Voilà. Donc c'était une opportunité en fait. Complètement, oui. Bah, c'était, je pense, un concours de circonstances, c'est-à-dire que ça tombait bien pour Jesse qui, lui, était en train de prendre un virage. Et donc voilà, Jesse, il a saisi l'opportunité. Cet incubateur était en création, donc on fait partie de la première vague de projets qui est accompagné et hébergé par l'incubateur, en fait. Et quels sont vos rôles chez Play Curious? Jesse, il a plus le côté ingénieur-développeur, et toi, JC, tu t'occupes plus de la partie graphique des jeux? Plus en pardon. Alors je mets la main à la pâte, mais plus en supervision et sur la production graphique des jeux, et après aussi sur la partie communication, puisque c'est plus, je viens plus de ce monde-là à la base, quoi. Alors pourquoi avoir voulu faire de la vulgarisation scientifique? Jesse, tu parlais que c'était quelque chose que tu faisais déjà au CRI, de faire des jeux sur de la recherche et des découvertes scientifiques. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéressait depuis longtemps, tout ce qui est scientifique, ou... Ah bah oui, parce que moi, j'ai toujours aimé apprendre les choses nouvelles. Et sur les sciences, c'était chouette. C'est vrai que là, quand on était au CRI, un des énormes avantages, c'est qu'on croisait tous les jours des gens qui étaient super passionnés par ce qu'ils faisaient dans tel rame de sciences, de technologie, qui voulaient vraiment changer le monde aussi avec les technos. C'était super intéressant. Et j'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde un peu quand même aussi sur tout ce qui est sur YouTube de vulgarisation scientifique. Et je me suis dit que voilà, bien sûr, moi je faisais du jeu et je trouvais que ça manquait un peu, qu'il y avait plus d'opportunités de créer des jeux autour de ça. Et c'était un peu ça, en fait, l'idée de Play Curious. Parce que c'est vrai qu'en tant que, pour les projets de recherche, il y a un côté vraiment sympa parce qu'on peut faire des jeux qui sont plus open source et ouverts et pas forcément payants pour le public. Ça, c'est vraiment bien. Mais bon, comme c'est surtout les fonds publics qui paient des projets de recherche, c'est assez difficile de faire tenir quelque chose dans le temps. Donc, je me suis dit, peut-être via une entreprise, ce serait plus facile. Maintenant, je suis pas vraiment sûr que c'est plus facile. Pour l'instant, ça n'a pas été forcément plus facile, mais c'était ma réflexion à l'époque. Non, mais c'est vrai que depuis, en fait, à vrai dire, quand on est rentré dans l'incubateur, on connaissait pas grand-chose. Enfin, je sais, tu avais peut-être un peu plus d'expérience que moi. Ouais, dans l'entrepreneuriat, ouais. Parce que, voilà, oui, après, il y a tous les volets liés à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça donne une dimension différente au-delà de la passion de la création de jeux, quoi. Et toi, JC, tu t'intéressais aussi à tout ce qui était vulgarisation scientifique? Pas spécialement. Moi, par mon métier, j'essaie de faire passer des messages de la meilleure manière qui soit. Donc, finalement, la démarche de Jesse, nos démarches se rejoignent entre guillemets. Sauf que, voilà, Play Curious, c'est plus à des fins pédagogiques, alors que, bon, dans la communication, c'est pas forcément que à des fins pédagogiques. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre en valeur le message de la meilleure manière possible. Donc, du coup, finalement, ouais, on se retrouve assez facilement, quoi. Et selon vous, en quoi le jeu est un outil intéressant pour faire de la vulgarisation scientifique? Ah nous, on avait l'exemple des podcasts. L'exemple, on voit qu'il y a pas mal de chaînes sur YouTube aussi qui font de la vulgarisation.
Et l'inconvénient sur ces médias-là, c'est que finalement, ça va dans un sens, et donc on se disait que le jeu vidéo permettait de s'appréhender un sujet parce que ça permet d'expérimenter, ça permet d'être actif. Donc pour nous, c'est aussi le meilleur moyen de comprendre et aussi de retenir en étant un acteur aussi d'une expérience qui nous apprend quelque chose. Pour nous, c'est le meilleur moyen parce que pour la mémorisation et pour pouvoir expérimenter, quoi. Oui, et juste pour ajouter à ce qu'il a dit JC, effectivement, le côté expérimentation, c'est super intéressant dans le jeu. Et c'est quelque chose on a plus de mal à faire dans d'autres médias, je trouve. Parce que si on peut permettre aux joueurs de tester des choses qui marchent pas, et puis finir par tester quelque chose qui fonctionne, je crois qu'il retient beaucoup mieux, en fait, la solution. Après, ce qui est quand même aussi vrai des jeux, c'est que c'est peut-être un peu plus compliqué à faire, par contre, parce qu'effectivement, il faut déjà réfléchir à tout ce qui peut faire le joueur aussi. Dans quel monde on le met, comment l'amener, même si on laisse la liberté, comment l'amener quand même à faire les choses, peut-être peut passer par telle étape qui sont importantes. Enfin, il y a plein de game design pédagogique, c'est quand même assez difficile. Mais quand ça marche bien, je trouve que ça donne effectivement une super expérience. Oui, justement, c'était un peu le sujet de ma question suivante. Pourquoi, en fait, vous avez choisi d'utiliser un format jeu vidéo? C'est quoi l'avantage de ce format-là? Et les inconvénients aussi. Donc, tu disais que c'est peut-être un peu compliqué à faire par rapport, du coup, à du jeu physique. Ah oui, pas pour les jeux physiques aussi. C'est vrai que tout ce qui est jeu de société ou même jeu physique plus, je sais pas comment dire, un peu comme du sport, quoi. Là, j'en avais fait un peu quand j'étais à Paris et c'était aussi vraiment génial. Tu peux aller beaucoup plus vite, tu peux tester plus facilement tes idées parce que t'as pas tout le côté programmation derrière. Il suffit d'inventer une règle, tu le dis à tout le monde, c'est parti. Après, ce qui est plus compliqué avec ça, c'est que comment reproduire un jeu de société. Donc, créer un jeu de société, c'est pas forcément très difficile, mais comment le faire imprimer, envoyer, enfin tout ça, quoi. Alors, on voit par exemple, j'ai une cousine avec son compagnon, ils ont créé un jeu de société qui a bien marché, ils ont fait un Kickstarter et tout. Et de fabrication et de gestion de stock, c'est tout un délire en fait. Et c'est vraiment compliqué. Alors qu'un jeu de vidéo, voilà, maintenant quasiment tout est dématérialisé. Il y a très peu maintenant, à part que voilà, on fait un gros jeu réseau où on a besoin des serveurs qui marchent hyper bien. Ça, à la limite, c'est compliqué. Mais l'autre avantage, c'est aussi lié aux usages. Moi, je pense que le jeu de société, il se prête aussi pas mal justement à expérimenter à plusieurs, alors que là, on est plus sur une approche individuelle, quoi. Comme quand on regarde justement une vidéo sur YouTube de vulgarisation scientifique. On le fait le temps d'un déplacement en transport, etc. On peut le faire vraiment à n'importe quel moment. Et donc là, l'idée, c'était aussi de s'inscrire dans ce type d'usage-là. D'avoir un accès au jeu depuis n'importe où, n'importe quand, en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que ça rejoint votre marque de fabrique des jeux Play Curious? Un usage individuel, accessible n'importe où, n'importe quand. Clairement, ouais, ça faisait partie de l'idée de base. C'est pour ça d'ailleurs que le choix même, ça a même orienté les choix techno. Du coup, je vais laisser Jessie en parler parce que je suis le spécialiste. Oui, effectivement, on fait des jeux avec des technologies web qui permet de, voilà, comme une page web, en fait, être facilement joué sur n'importe quelle plateforme ou presque. Et du coup, ça peut être sur mobile, sur web, sur PC, etc. Peut-être un joueur, on pourrait être aussi sur console si on trouve comment faire. Il y a, et oui, effectivement, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que
il est quand même possible d'utiliser un jeu vidéo dans un contexte à plusieurs. Mais bon, ça demande un peu de préparation. Par exemple, le jeu sur lequel on travaille actuellement, Blockchain Battle, qui parle de la crypto-monnaie, c'était prévu que à la fois ça peut être joué tout seul par quelqu'un qui est à distance et qui a découvert le jeu, c'est super, mais aussi dans un contexte plus un groupe où il y a en fait un médiateur qui amène d'autres éléments, qui peut faire un débat par exemple, ou qui peut répondre aux questions un peu pointues des joueurs. Il peut aussi faire tester d'autres idées, faire confronter différentes idées. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même d'utiliser les jeux vidéo dans ce contexte-là. Et voilà, pareil, on a prévu pour que nos jeux puissent être intégrés un peu n'importe où, comme on peut faire avec une vidéo actuellement en ligne. Il y a quelque chose aussi au niveau de la durée de vos jeux, non? Oui, tout à fait. Non, ils sont pas longs, oui, c'est vrai, on a visé... Là, je crois que Blockchain Battle, c'est autour de... On a fait 2 épisodes de 20 minutes à peu près. Si on speed, on peut... Voilà, moi comme je connais tous les là où il faut cliquer, je fais plus vite que ça, mais normalement, c'est autour de 20 minutes, effectivement. Je sais pas si c'est de bon durée. Au départ, on pensait faire encore plus court. Je sais pas, on verra. On va certainement expérimenter aussi. Mais pareil, c'est dicté par un petit peu les usages qu'ont les gens aujourd'hui, quoi. Un peu sur le principe des casual games, quoi. Pour que ça puisse se faire en un trajet de métro. Exactement, le temps pendant une pause, etc., quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, qui c'est qui choisit les sujets que vous allez traiter dans vos jeux vidéo? Bon, je crois que le premier sujet... Bon, on n'a pas de processus pour ça pour l'instant. On écoute tous les deux. Le premier, c'était une idée en commun. Je sais plus, c'était moi. Je ne sais pas plus. C'était la tragédie du bien commun. Ouais, je crois que c'était une idée de toi. Oui, je crois que la première idée, c'était... Excuse-moi, on a fait un jeu qui s'appelait Fish and Chips, qui parlait de tragédie des biens communs, qui est une petite théorie en économie, enfin une grande théorie en économie, qui parle de comment les gens ont des difficultés à partager des ressources en commun. Et ça, c'était basé sur une expérience que j'avais quand j'étais gamin, et quelqu'un a fait une version qui a mis en pratique ça dans un jeu en classe, en fait. Et ça m'avait marqué. Du coup, on s'est posé des questions si on pourrait pas le transformer en mode jeu vidéo. Et pour ça, on a transposé l'idée dans le monde du pêche intensif, avec des personnages qui étaient différents pêcheurs et tout. Et il y avait une concurrence entre les pêcheurs. Il fallait à la fois pêcher, mais ne pas trop pour ne pas épuiser le stock de poissons. Et ça, c'était aussi la première fois qu'on a commencé, parce que JC aussi, il fait beaucoup de motion design, qui est tout ce qui est... Enfin, je sais pas comment ça se définit, mais pour moi, c'est vraiment tout ce qui est animation. Des super animations qu'on voit avec des textes et des images sur Internet ou même à la télé. Et du coup, on a commencé de faire un petit format qu'on a continué par la suite, où il y a parfois des vidéos. Il y a des vidéos et puis des sessions de jeu qui sont entrecoupées. Et du coup, on a continué avec ce format-là. Pour notre deuxième jeu, tu veux en parler, Gisèle? 2 ou 3e jeu? Du deuxième, du coup, peut-être parler de... Là, pour revenir à ta question, au fond de la question qui était comment on choisit les sujets, c'est aussi justement aussi par l'intermédiaire des rencontres et l'écosystème qu'on crée autour de Play Curious, et des partenaires qu'on peut rencontrer, et qui peuvent aussi soit avoir un partenaire de financement, soit un partenaire justement scientifique. Voilà, donc ça se fait. On se laisse aussi un petit peu porter par nos démarches et l'évolution du projet, en fait. Ouais. Donc, il y a une partie de vos propres idées, oui, mais en fonction des rencontres ou des opportunités qui se présentent, le sujet, il pourra être influencé par ça aussi, quoi. Exactement. Au niveau du process de création du jeu, comment ça se passe? Est-ce que est-ce qu'il y a une très grosse phase de recherche d'infos? Est-ce que justement vous allez chercher des partenaires pour creuser le sujet que vous souhaitez mettre en jeu?
Bah oui, Comment vous faites? effectivement, c'est super important en fait. La première chose qu'on essaie de faire, c'est une fois qu'on a déterminé le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut créer aussi comme expérience pour le joueur, qu'est-ce qu'on veut faire apprendre, comment trouver un jeu qui pourrait marcher avec ça. Donc, pour l'instant, les sujets qu'on a travaillés, le premier sujet, c'était un peu une expérience qu'on avait déjà. On savait plus ou moins où on voulait aller. Le deuxième jeu, on a travaillé avec un chercheur qui était expert dans un certain domaine. Donc, c'était par rapport aux complots, des théories de complots sur Internet. Et du coup, c'était intéressant aussi. Du coup, c'était plus en discutant avec lui qu'on a trouvé ça et tel élément, ça pourrait être intéressant d'intégrer dans un jeu. Et pour le troisième jeu, celui sur blockchain, les crypto-monnaies, j'avais lu en fait le premier article qui a été publié sur Bitcoin. Pas forcément pour créer un jeu, c'est juste comme ça, je me suis documenté comme ça et c'était super intéressant. J'ai commencé à imaginer comment ça pourrait être vu en jeu et c'était plus ça en fait qui a donné les premières idées de ça. Mais effectivement, c'est hyper important d'être documenté dessous ou bien de travailler avec quelqu'un qui connaît super bien le domaine. Et alors tu parlais d'expérience, l'expérience du joueur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsqu'on joue à un jeu Play Curious? Est-ce que c'est l'aspect ludique du jeu ou est-ce que c'est le fait d'apprendre quelque chose Les deux, mon capitaine. Non, l'idée, c'est de trouver... Justement, je pense que l'idéal de jeu, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Enfin, en tout cas, les deux objectifs finaux, c'est que les gens s'amusent et qu'ils apprennent quelque chose. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a... On a presque envie de se dire, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui aiment apprendre des choses tout seuls, qui vont prendre le temps de regarder des vidéos de vulgarisation, et il y a des gens qui aiment jouer, et on se dit, tiens, est-ce que ceux qui s'amusent pourraient pas apprendre des choses en même temps, et ceux qui veulent apprendre des choses pourraient pas s'amuser? Et finalement, on est au carrefour de ces deux mondes-là, quoi. Tout à fait. Et juste pour ajouter un peu ça, effectivement, c'est pour ça aussi que c'est assez difficile en fait de faire les jeux où on apprend quelque chose aussi. On essaie d'éviter des pièges, juste de faire un jeu de quiz autour d'un sujet donné, quoi. On essaie à chaque fois de penser comment est-ce que qu'est-ce qui fait jeu en fait, comment on peut jouer avec ce sujet-là en fait. C'était ça un peu la recherche à chaque fois. Donc par exemple pour blockchain, c'est l'exemple que j'ai en tête parce on est en train de le finir là. C'est ok, est-ce que c'est pas on va montrer ce que c'est le blockchain puis après on va poser des questions, est-ce que ça marche comme ci comme ça, choisir A, B ou C, mais on va dire ok, en fait ce qui est intéressant c'est la façon que on peut éventuellement tricher et en fait comment on peut éviter que quelqu'un triche, on a mis en place tel type de sécurité. Et du coup, pour mettre ça en scène, on a des personnages qui vont essayer de tricher. Et en tant que joueur, tu dois essayer de trouver la triche, détecter la triche. Ou bien le cas inverse où tu te passes en mode tricheur toi-même et tu dois trouver des petits feintes pour exploiter le système. Oui, dans tous les cas, là, dans ce jeu-là, en tout cas, le joueur incarne un personnage, en fait. Il se met dans la peau d'un personnage. Donc du coup, voilà, ça l'aide à s'imprégner, il y a du storytelling derrière, etc., quoi. Ouais. Est-ce que du coup, pour vérifier si le joueur apprend quelque chose, est-ce que il faut mettre en place des mécaniques de jeu particulières qui l'obligent entre guillemets à réutiliser des choses qu'il aura vues au début du jeu? Est-ce que c'est une manière en fait de vérifier qu'il apprend effectivement quelque chose? Idéalement, en fait, en règle générale, il y a toute une théorie dans le jeu vidéo qui dit que le fait de jouer, c'est d'apprendre, en fait. C'était, pour ceux qui sont intéressés, il y a un super livre écrit par Ralph Koster, je sais plus à quelle date maintenant, qui s'appelle Theory of Fun. C'était parmi les premiers livres que j'ai lus en game design et c'est hyper intéressant. En fait, il explique que pour lui,
la raison qu'on joue, en règle générale, nous ou d'autres animaux, la raison qu'on joue, c'est une façon d'explorer, en fait. C'est une façon de tester quelque chose, de voir les conséquences, et etc. En fait, c'est une façon d'apprendre, de jouer. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on apprend en jouant? Donc, l'idée, c'est que, par exemple, si on prend un jeu classique, genre Mario, bah, ce qu'on apprend, c'est quels sont des ennemis, quels sont des bonus, comment sauter correctement sur une plateforme où on tombe pas. Donc, forcément, en fait, l'idée, c'est que forcément, on apprend quelque chose, quoi qu'il en soit. La question, c'est qu'est-ce qu'on apprend. Et du coup, en suivant cette idée-là, avec nos jeux, on essaie de faire que tout ce qui doit faire le joueur, c'est utiliser justement des sujets et des techniques et des connaissances qu'on est en train de transmettre. Donc, logiquement, si le joueur réussit au jeu, il a compris quelque chose. Logiquement. Après, bon, on peut éventuellement mal faire les choses et il est juste possible de cliquer un peu partout et ça marche. Voilà, on n'est jamais à l'abri, mais si on pense à un jeu vidéo classique, c'est un peu pareil. Normalement, si on réussit le jeu, c'est qu'on a appris comment utiliser ces mécaniques, comment combattre des ennemis correctement, comment utiliser les armes, enfin tout ce qu'on peut faire. Donc il n'y a pas de jeu dans lequel on n'apprend rien, c'est ça? Je crois pas. Après, bon, peut-être on peut pousser cet argument. Si tu veux un jeu vraiment débile. Non, mais même, enfin, je sais pas, j'essaie de réfléchir à quel est le jeu le plus débile possible. Il y a des jeux où il suffit juste de cliquer sur l'écran le plus rapidement possible, par exemple. Ça, on peut dire, bon, c'est vraiment... On apprend la rapidité, quoi. Oui, on développe la dextérité. Ouais, voilà, et on va apprendre les jeux où il faut chercher, on va apprendre à observer. Ouais. Les jeux de stratégie, voilà, on va apprendre la stratégie. Ouais, je pense que. Il y a des jeux de pur hasard. Tu peux dire que, genre, tout ce qui est fait en casino, les jeux d'argent. Souvent, c'est des jeux où, je dis souvent, il y a peut-être quelques jeux où il y a une technique, genre le poker, etc. Mais genre un jeu, genre de la roulette, c'est ça, avec les bons. Je crois que là, il n'y a pas vraiment, le jeu de loto, il n'y a pas de, là, il y a vraiment rien à apprendre, je sais pas. Peut-être, je peux apprendre de ne pas jouer. ou pour que les statisticiens se cassent les dents dessus, mais. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu des jeux que vous avez faits? Donc, vous avez parlé de Fish and Chip et Blockchain Battle. Est-ce que vous en avez fait d'autres? Donc, il y a eu un troisième que Jessie a déjà évoqué, ouais, et qui était qui est sur le sensibiliser les jeunes sur les risques liés aux réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà, donc du coup voilà, c'était un jeu qui a été fait avec un chercheur à Toulouse. Voilà, donc là on est plus parti sur une des mécaniques visual novel d'ailleurs. Donc on a exploré aussi voilà ce sujet-là. Ça marche. Donc vous avez fait, donc aujourd'hui il y a 3 jeux. Et donc Blockchain Battle qui est en développement, il y aura d'autres. Il y a un deuxième volet qui est sorti, c'est ça? Et il y en aura d'autres après? On verra. On est en train de voir ce qu'on va faire. On a déjà, on a fait les deux. Et du coup, on a un peu couvert ce qu'on voulait parler dans un premier temps. Mais on ne sait jamais. Peut-être il y aura d'autres choses à faire par la suite. On verra. Ils seront disponibles en tout début d'année. Donc il sera sûrement disponible déjà lorsque vous écouterez cet épisode. Bon, du coup, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé dont vous aimeriez parler? Est-ce qu'il y a un sujet, on a parlé de... On dirait que non. Voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Non, si, peut-être je peux dire, pour ceux qui sont intéressés plus par d'autres types de jeux dans le monde scientifique, il y a quand même d'autres choses à voir. Si vous... il y a un site web qui s'appelle Games for Change, qui suit plein de jeux qui sont plus soit dans la science, soit dans le changement social, qui sont hyper intéressants quand même à voir.
Et du coup, si vous intéressez à ce type de jeu, ça existe. Il y a quand même des très bonnes choses. On n'est pas les seuls à créer des jeux de ce genre. Chacun son façon de faire, etc. Et peut-être aussi, pareil, si vous êtes intéressé par la création de jeux, il y a aussi des excellents festivals de jeux vidéo indépendants qui sont vraiment super. Moi, je savais pas quand je me suis lancé dans le jeu au départ, mais il existe toute un communauté en fait des gens, des créateurs indépendants de jeux vidéo qui se retrouvent dans les festivals ou dans les meet-up locales. Quand j'étais à Paris, on avait un meet-up qui s'appelait les Gameliers, qui était génial. À Toulouse, je sais qu'ils ont Toulouse Game Dev. À Montpellier, ils ont Subpixel et Push Start. Et dans plein de villes différentes, ils ont des activités comme ça. Et il y a aussi des événements du style Game Jam. JC et moi, nous avons créé 2 Game Jam maintenant à Perpignan. C'était vraiment chouette. Tu veux dire ce que c'est, JC, Game Jam? Ouais. Je rebondis. Oui, alors en plus de, ça c'est pas mal. Comme conseil, c'est d'être actif, d'être en lien avec les communautés, les autres créateurs de jeux, et d'être actif aussi. Et nous, c'est vrai qu'à Perpignan, on est arrivé sur un territoire où il y avait très peu de création de jeux vidéo. Donc du coup, pourtant il y a des écoles de design, etc. Donc du coup, on s'est aussi positionné en acteur et on crée des événements, donc des game jams, on organise des game jams. Et voilà, on essaie d'être aussi un petit peu moteur d'une communauté ici à Perpignan. Et donc Game Jam, le principe de la Game Jam, c'est on enferme des passionnés de création de jeux vidéo, donc toutes les compétences, on les enferme pendant 48 heures, et ils ont le challenge d'essayer de créer, de travailler sur un projet de jeu vidéo pendant ces 48 heures. Parce que justement, la problématique du jeu, où c'est quelque chose de très long à faire, là c'est on se donne le vrai challenge d'essayer de sortir quelque chose en 48 heures. Alors bien sûr, ce ne sera pas un jeu complet avec plein de niveaux, mais il y aura au moins le premier niveau, une esquisse de jeu, des mécaniques de jeu, et donc ce qui permet pour tous les participants de rencontrer d'autres passionnés de création de jeux vidéo. Ça leur permet soit de tester des nouvelles technos, soit de tester, d'éprouver une idée qu'ils ont eue, et d'apprendre à monter un projet vite, de travailler en équipe, de coordonner tout ça, et puis d'essayer de faire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est très, très sympa. On prend beaucoup de plaisir à organiser ça. Oui, c'est très chouette. Bon, du coup, je vais clôturer cet entretien. Merci beaucoup, Jessie, et merci, JC, d'avoir participé. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.